Je vais vous présenter ce projet Aesthetics. C'est un acronyme pour le long titre qui est indiqué ici. Alors, c'est un projet en fait qui a essentiellement commencé avec le financement RISE, donc il a 1 an. Il est aussi cofinancé par l'équipe associée Fusion INRIA. Mais donc tout ça pour dire que je vais avoir plus de questions que de réponses dans cette présentation. Donc les partenaires, c'est notamment le Centre de neurosciences de Valparaiso au Chili et l'Université Santa Maria. Il y a aussi l'équipe MacTao ici et l'I3S. Et donc moi je suis de l'équipe Biovision INRIA. Et puisque je remercie les collaborateurs, j'en profite aussi pour remercier Nathalie Curide parce que son aide a été vraiment précieuse, notamment avec les échanges avec le Chili. Alors, donc c'est l'histoire d'une collaboration et donc je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, en fait, elle commence dans vos yeux, dans mes yeux et dans nos yeux. Elle commence avec une petite membrane qui se situe au fond de l'œil et qu'on appelle la rétine, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Je vais en parler d'une façon un peu différente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la rétine, c'est cette... Je ne sais pas si on peut pointer là. Bon, non, bon, enfin, la rétine, c'est cette petite membrane qui est au fond de l'œil, que vous distinguez. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez de la lumière dans vos yeux et les photons donc, sont projetés sur votre rétine. Et celle-ci a la propriété de convertir cette lumière en impulsion électromagnétique, qu'on appelle potentiel d'action, qui va être transmise jusqu'à votre cortex visuel, qui est situé derrière. Donc, si vous voulez raisonner en terminologie d'informaticien ou de traitement du signal, vous avez ici un encodeur et ici un décodeur, même si on a quelque chose, même si cette terminologie est finalement très approximative. Alors, quand on voit les choses de cette façon, on peut se dire la rétine, finalement, c'est juste une caméra. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'une caméra, fût-elle impulsionnelle. Et je vais vous donner quelques indications pour ça. La première chose, c'est que, ou événementielle, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué qu'une caméra même événementielle. La première chose, c'est que, en fait, il y a un certain nombre de terminologies d'informatique qui se sont introduites dans les neurosciences et qui, à mon avis, ne sont pas forcément appropriées. La première chose, c'est que les pixels, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas pour votre rétine. Dans le sens où, en fait, les unités qui vont capturer la lumière sont ici, sont appelées des photorécepteurs. Alors, vous pouvez donc, ils ont une échelle qui est toute petite. L'échelle ici, c'est quelques dizaines, centaines de nanomètres. Donc, c'est beaucoup plus petit qu'un pixel. Donc, en fait, ce que va capturer votre rétine, c'est de la lumière, une onde électromagnétique. Et avec la résolution que vous avez ici, c'est essentiellement quelque chose de continu. La deuxième chose qui est très importante, qui différencie la rétine d'une caméra, c'est que la rétine ne se contente pas d'absorber la lumière et d'envoyer l'information au cerveau. Bon, on dit que la rétine est sensible au changement, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, la rétine est capable d'anticiper. Elle est capable d'anticipation. Elle est capable d'anticiper, par exemple, le mouvement. Alors, c'est aussi une chose qui est essentielle. La rétine est essentiellement, effectivement, sensible au mouvement, mais elle est capable d'anticiper des trajectoires. Et c'est fondamental parce qu'en fait, il y a des délais de propagation entre ici et ici qui font que si vous n'aviez pas cette anticipation, eh bien, vous ne seriez pas capable de survivre, tout simplement. Donc, la rétine, non seulement est capable d'anticipation, mais elle est aussi capable de détecter des violations de cette anticipation, ce qu'on appelle la surprise. C'est-à-dire, elle est capable de prédire quelque chose, et si la prédiction n'est pas confirmée, par exemple, si vous avez un objet qui change de trajectoire ou qui fait quelque chose d'inattendu, elle va le signaler au cerveau. À ma connaissance, aucune caméra au monde n'en est capable. Je ne parle pas des consommations d'énergie qui sont quand même très inférieures à ce que vous avez dans des systèmes électroniques. En particulier, le problème que vous avez avec votre rétine, c'est que votre corps doit fonctionner à une température constante, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dissiper trop d'énergie. Et donc, c'est vraiment extrêmement faible. Les courants sont de l'ordre de la centaine de picoampères et les voltages de l'ordre de quelques dizaines de millivolts. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'en fait, l'essentiel du traitement qui se fait ici se fait de façon analogique. Il n'y a pas de potentiel d'action dans la rétine. Les seuls potentiels d'action qu'il y a sont à la fin, ici, pour transmettre l'information, et c'est pour des raisons physiques. Donc l'essentiel du traitement ici se fait de façon analogique, et en particulier, il y a quelque chose d'absolument fondamental ici, et que d'ailleurs on ne voit pas sur cette figure, mais que je vais montrer peut-être sur la figure suivante, voilà, qui est ici, pardon, c'est qu'il y a une structure, il y a une connectivité latérale, c'est-à-dire que vous avez une structure verticale, comme ça, et une structure horizontale, c'est-à-dire des cellules qui vont connecter ces senseurs qui captent la lumière, elles vont les connecter entre eux,
Et c'est elles qui vont en particulier jouer le rôle d'être capables d'anticiper les trajectoires et de prédire les choses. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Quand on veut enregistrer, quand on veut acquérir des informations sur la rétine, eh bien, typiquement, on va utiliser par exemple ce qu'on appelle des multi-électrodes arrays, c'est-à-dire des matrices d'électrodes qu'on va mettre sur la rétine. Ensuite, on va éclairer avec différents types de stimuli et on va mesurer l'activité. Alors en général, on mesure l'activité des cellules qui sont tout au bout, celles qui émettent les potentiels d'action. Mais ce qu'on mesure aussi, c'est l'activité intermédiaire. Donc en fait, on a un signal électrique qui est très complexe et qui va caractériser essentiellement la réponse de ce réseau, le réseau rétinien, à des scènes lumineuses. Et j'insiste sur le fait que ces scènes lumineuses sont essentiellement des scènes avec des structures spatio-temporelles. Donc on a l'espace et le temps qui sont corrélés entre eux. Et c'est en particulier cette partie du réseau qui va permettre quelque part, de caractériser, de traiter ces corrélations de façon très efficace. Alors, donc, si on veut pour résumer ce que je viens de dire, la rétine est donc un système dynamique extrêmement complexe et structuré. Elle a été quelque part, elle est faite pour traiter des scènes visuelles qui contiennent du mouvement, donc où l'espace et le temps sont corrélés. Et le problème que les gens ont quand ils veulent caractériser cette rétine biologiquement, c'est que, donc, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va envoyer des stimuli visuels et on va essayer de regarder comment elle répond et pour être capable de la caractériser, de caractériser sa structure et sa dynamique. Le problème, c'est que les stimuli qui sont utilisés sont soit extrêmement simples. Donc typiquement, si vous voulez échantillonner l'espace et le temps, l'idée c'est de passer par Fourier et donc de faire soit du spatial périodique, soit du temporal périodique. Donc c'est ce que font les gens. Soit on a des structures temporelles périodiques, soit des structures spatiales périodiques. Mais spatio-temporel, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc l'autre type de stimuli qu'utilisent les gens, c'est des images naturelles, donc des films naturels. On va projeter sur la rétine des scènes visuelles. Mais ça pose aussi des difficultés parce que c'est peut-être trop compliqué. Donc l'idée, c'est de trouver des stimuli intermédiaires qui permettent de stimuler la rétine de façon efficace pour comprendre comment sa structure lui permet de répondre à ces mouvements. Donc l'idée du projet Esthetix, c'est justement de développer une stratégie qui combine l'expérience et la modélisation pour essayer de caractériser le réseau rétinien en développant des stimuli adaptés. Alors, la structure du projet, elle est là, essentiellement. Donc, je vais développer là-dessus. Donc, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais tout à l'heure, la base, c'est vous stimuler la rétine avec un stimulus. Donc, vous allez enregistrer une réponse avec ces multi-électrodes arrays. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de cette réponse, d'estimer un modèle. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas un modèle IA, c'est un modèle plutôt phénoménologique et biophysique, donc avec quelques dizaines de paramètres au départ, ce qui permet d'avoir un contrôle qualitatif, quantitatif et mathématique sur ce qu'on fait. Donc à partir de ce modèle, on va développer ici, on va en fait essayer de définir un critère pour dire quel type de stimulus permettrait que ce réseau ait une réponse optimale. Alors l'optimalité, il y a différents sens. Je pourrais y répondre si vous avez des questions. Je ne vais malheureusement pas entrer dans les détails. Mais on va définir un critère d'optimalité qui est biologiquement plausible. Et on va se poser la question, quel serait le stimulus optimal pour ce réseau? Et donc, on va produire ce stimulus, l'injecter dans l'expérience à la rétine, regarder la réponse et essayer de construire comme ça, en boucle fermée, un système qui permette à la fois d'optimiser un réseau qui s'approche de plus en plus de la réponse qu'on mesure et d'optimiser les stimuli pour définir ce critère d'optimalité. Donc c'est un projet qui est ambitieux et c'est assez difficile parce qu'en fait il y a des questions à tous les niveaux et je vais maintenant vous parler de ces questions tout en vous disant qu'est-ce qu'on a fait finalement dans le cadre du projet, de ce projet RISE. Alors dans un premier temps on a eu un financement Doc Walker pour mon ancienne doctorante Simone Hébert qui est partie donc 2 mois au Chili. Et là, l'objectif, la première chose à faire, déjà, c'est de travailler sur les expériences, puisque les expériences se font là-bas, je ne l'ai pas dit, mais pardon, voilà, les expériences se font au Chili, ce qui n'est pas forcément très facile, vu que c'est un peu loin. Donc, le premier travail, ça a été de définir un protocole expérimental, de regarder comment présenter des stimuli, quelle est la structure des données, comment elles sont stockées, comment les analyser. Donc ça a été le travail fait par Simone.
Ensuite, donc, dans le cadre du projet RISE, on a fait venir donc 2 Chiliens à l'INRIA. Et donc l'objectif, ça a été justement d'analyser les données qui avaient été produites au Chili et commencer à définir des protocoles pour caractériser mieux cette boucle, en particulier c'est la partie estimation d'un modèle. Alors on a essayé différentes méthodes en fait, parce que bien sûr c'est une question assez difficile. Et pour résumer un peu, quelle est la philosophie dans cette estimation? Il faudra me dire combien j'en suis parce que je n'ai pas du tout regardé. On est parti de la philosophie qui existe dans le contexte actuel, dans l'analyse des réponses rétiniennes. Les gens commencent par essentiellement utiliser ce qu'on appelle la réponse linéaire. Donc dans le cadre des expériences, ce qu'on essaye de faire, c'est de caractériser la réponse d'une de ces cellules qu'on appelle cellules ganglionnaires. Ces cellules vont envoyer des informations locales sur la scène visuelle au cerveau. Donc on va caractériser la réponse d'une seule cellule en envoyant des stimuli et en considérant qu'en fait, cette réponse est la convolution du signal, du stimulus avec un noyau qui est estimé et qu'on va appeler le champ récepteur de la cellule. Et ensuite, on va faire des corrections non linéaires, bien sûr, parce qu'on sait que le système n'est pas linéaire. Donc, cette approche-là, elle est faite au niveau d'une cellule. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est la faire au niveau du réseau. C'est-à-dire qu'on a la... Alors, donc, je voudrais vous donner un exemple ici. L'idée qu'on a, c'est qu'on va... En fait, quand vous voulez faire... Voilà, c'était l'objectif de cette image. Le problème de généraliser cette notion-là, c'est que là, vous avez une information qui est locale, vous caractérisez une seule cellule, et nous, on veut caractériser un réseau. Donc, il va falloir avoir une réponse spatio-temporelle. Donc, construire un noyau de convolution qui soit spatial et temporel. Donc, ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire sur des modèles mathématiques qu'on a développés avec mes étudiants. La question, c'est comment construire ce type de noyau à partir des expériences. Et l'idée qu'on a, c'est qu'on va passer par... Quand vous voulez faire un modèle spatio-temporel, il vous faut un échantillonnage en temps. Ça, ce n'est pas très difficile, mais il vous faut aussi un échantillonnage en espace. Et ça, c'est plus compliqué. Et le seul échantillonnage en espace qu'on ait dans le problème, c'est la structure de ces multi-électrodes. Donc, ce sont des matrices d'électrodes qui sont disposées à équidistance. En voilà un exemple. Et donc, ça vous fournit une échelle naturelle, une échelle spatiale naturelle. Donc, un échantillonnage spatial naturel. Donc à partir de ça, l'idée c'est de prendre la transformée de Fourier spatio-temporelle du signal. Donc là, on l'a représenté. Donc on est en 3 dimensions a priori, puisqu'on a 2 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Mais là, on l'a juste regardé sur une ligne. Donc on prend la transformée spatio-temporelle du signal. Et comme on pense qu'on a comme on dit sur l'hypothèse de la réponse linéaire, la réponse qu'on mesure est la convolution d'un noyau avec un stimulus. Donc si vous prenez les transformées de Fourier, ça va vous donner un produit. Et donc si vous divisez la transformée de Fourier de ça par la transformée de Fourier du stimulus, vous obtenez la transformée de Fourier de ce noyau, et en prenant la transformée de Fourier inverse, vous êtes en principe capable d'obtenir ce noyau de convolution de votre matrice d'électrodes, donc qui va caractériser la rétine à une certaine résolution. Le problème, c'est quand on fait ça expérimentalement, on n'obtient que dalle. Et la raison, elle est que malheureusement, alors vous voyez on a des pics dans le spectre de Fourier qu'on peut expliquer, mais la résolution au retour est extrêmement mauvaise. Et la raison est simplement que malheureusement, la résolution spatiale qu'on a ici n'est pas suffisante. On a typiquement les multi-électrodes qui sont utilisés au Chili actuellement, c'est des matrices d'électrodes de 16 par 16. Donc vous avez une résolution qui est vraiment trop faible. Donc la question, c'est comment augmenter cette résolution. Une première façon, c'est d'avoir des matrices d'électrodes qui soient plus larges. Ça existe, mais c'est un peu compliqué, ils sont en train de les mettre en place. La deuxième, c'est de trouver une manière d'extrapoler de l'information à partir du signal qu'on a ici. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. Alors, maintenant, justement, dans cette boucle que je décris, donc les travaux qui sont en cours, en fait, il y a aussi une grosse partie théorique. Parce que, justement, si vous voulez être capable d'estimer ou de faire, à partir de la résolution que vous avez ici, être capable d'obtenir quelque chose avec une meilleure résolution, ça passe peut-être aussi par l'idée de développer un modèle que vous allez essayer de fitter sur les données qui va vous permettre peut-être de faire de l'interpolation. Donc le travail qu'on a fait, il y a beaucoup de travail théorique. La première, c'est de modéliser les réponses qu'on obtient dans le MEA, des multi-électrodes, essayer de construire un modèle mathématique, comme je le disais tout à l'heure, avec assez peu de paramètres.
et qui permet de reproduire les réponses qu'on mesure, et en particulier à des objets en mouvement. Bon. Et un des points importants, c'est que ça nous permet d'avoir une idée de la tête que devrait avoir la forme de la transformée de Fourier, et en particulier de montrer qu'il existe des résonances. Donc des résonances, ce sont des pôles dans le plan complexe, mais ça veut dire essentiellement que ça va nous caractériser des longueurs de temps, de longueurs caractéristiques et des échelles caractéristiques dans le problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter à partir des données. Ces résonances, on les voit en fait dans les données. Un autre travail qui est donc c'est le travail d'estimation de paramètres. Il ne suffit pas d'avoir un modèle, il va falloir être capable d'estimer rapidement les paramètres. En particulier parce que le problème que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que dans cette boucle d'estimation, c'est quelque chose qui doit se faire en temps réel. La raison, elle est que lorsque vous faites des expériences sur la rétine, je ne l'ai pas dit non plus, mais en fait ça se fait sur des animaux qui sont sacrifiés, comme disent les biologistes, c'est-à-dire que l'animal est tué et on met sa rétine à plat, on met le multi-électrodoré dessus, et la rétine, dans ces conditions, vit quelques heures. Donc on doit être capable de faire tout le travail en quelques heures. Et donc tout ce travail en boucle là doit se faire en temps réel. Donc c'est extrêmement rapide, donc on a besoin d'avoir des méthodes extrêmement efficaces ici pour estimer les paramètres de notre modèle. Et ça, c'est ce qu'est en train de faire mon étudiant Erwan Petit, qui est fondé par le DESTIC, financé par le DESTIC. L'idée, c'est qu'on a aussi un simulateur de rétine qu'on va pouvoir utiliser pour ce problème, qui est développé par mon équipe. Donc ensuite, il y a tout un travail qu'il y a à faire entre cette partie-là et cette partie-là. Une fois qu'on a défini notre modèle et qu'on a un critère d'optimalité, comment, à partir de ce critère-là, on produit le stimulus idéal. Donc autrement dit, comment on trouve le stimulus qui va produire le critère le plus optimal étant donné un réseau. Et donc ça, c'est un travail mathématique qu'on fait avec Ludovic Saccelli, qui est à McTao, INRIA, et avec Luc Ponzato, qui est à l'I3S. Et bon, alors il y a des difficultés pour définir clairement qu'est-ce que c'est le critère d'optimalité. Ça, c'est pas quelque chose de facile, parce que je crois que même les biologistes ne le savent pas. Donc on réfléchit aussi à ça. Et il y a Ludovic Saccelli qui veut monter un projet ANR en lien avec une intersection avec ce problème. Voilà, donc pour continuer sur ce projet RISE, quelles sont les prochaines étapes? Donc, eh bien, dans le cadre de ce financement RISE, donc je vais partir au Chili avec mon étudiant Erwan Petit pour participer à une école d'été où je vais donner un cours. Et ça va être aussi l'occasion de travailler sur les aspects expérimentaux et de travailler un peu plus sur ce problème de boucle ouverte, parce que vous comprenez bien qu'indépendamment de la méthodologie qui est décrite ici, il va falloir aussi discuter avec eux sur la façon d'interfacer leurs expériences, le calcul, toute cette partie-là. Il y a aussi toute une partie technique qu'il va falloir mettre en place. Donc l'objectif aussi, c'est de faire ça quand on sera là-bas. Bon, sur cette partie-là, on a demandé, avec Ludovic en particulier, un financement, une proposition de stage pour justement travailler plus sur les aspects de design de stimuli à partir d'un modèle, en utilisant des techniques connues par Luc Ponzato et Ludovic Saccelli. Et donc voilà, c'est ces deux parties-là qu'on est en train de développer aussi, ces parties mathématiques. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors juste pour dire quelques mots sur les travaux. Donc comme je disais, ça commence, donc il n'y a pas de publication, il y a des choses en cours, il y a un rapport de recherche INRIA et des papiers en progrès, mais rien de publié pour l'instant. Voilà, je crois que j'ai fini. Est-ce qu'il y a une grosse variabilité d'un œil à l'autre quand on s'étudie les animaux? Tu veux dire d'une espèce à l'autre? Non, c'est possible vraiment de réutiliser le résultat d'une expérience. Ah oui, d'accord, d'un œil à l'autre, tu veux dire, je comprends. Alors, heureusement que oui, parce que si on devait recommencer tout à zéro à chaque expérience, ça serait... Donc, quand même, il y a une structure de la rétine. Non seulement elle est reproduite dans un animal donné, mais même cette structure, par exemple, chez les mammifères, elle est quand même assez semblable, même s'il y a des différences. Par exemple, nous, on a une fovea, pas les souris. Voilà, pardon.
Désolé, je suis toujours en train de bouger, pardon. Donc, oui, donc, mais il y a quand même une structure commune. Cette structure que j'ai présentée là, voilà, si tu la trouves pour une souris, tu vas la trouver pour la souris suivante. On a des types cellulaires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, une quarantaine de types de cellules à macrine, une trentaine de types de cellules ganglionnaires, et c'est toujours les mêmes. Donc, il y a quand même quelque chose de systématique qui fait que d'une expérience sur l'autre, on peut utiliser ce qu'on a appris avant. Voilà. Et heureusement, parce que voilà, tu comprends, sinon ça ne fonctionnerait pas. Merci pour votre présentation qui était très intéressante. J'ai été surpris au début quand vous nous avez dit la rétine est capable d'anticiper. Ma réaction, c'est de dire j'ai l'impression que la rétine est capable de, enfin, entre guillemets, de réfléchir, de raisonner. Je suis un peu surpris. Oui, tout à fait. Pardon, finissez votre question. Non, mais j'ai pas vraiment de question. Enfin, c'est bien la rétine qui est capable de dire d'anticiper le mouvement. Oui. Et c'est pas un échange entre avec le. Non, mais la question est excellente et bon, en même temps, en 10 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc, quand je parle d'anticipation, ça ne veut pas dire réflexion. La rétine, ce n'est pas un cerveau. Elle n'est pas capable de réfléchir. D'accord. Alors peut-être je vais vous dire comment elle anticipe, parce que quand même ça c'est vraiment important. Désolé, je vais revenir un peu en arrière, c'est jamais pratique avec ces trucs-là. Mais non, parce que évidemment, donc je ne suis pas en train de dire que la rétine a réfléchi. D'abord, même si elle le faisait, ça ne marcherait pas. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est important d'expliquer ce que c'est l'anticipation et pourquoi sans anticipation, vous ne pouvez pas survivre. Donc la lumière arrive comme ça. Bon, si vous êtes ingénieur, vous dites elle est montée à l'envers. Non, elle n'est pas montée à l'envers. La lumière arrive comme ça. Ces types-là capturent la lumière. Et ensuite, il y a tout un processing qui est fait ici avant que l'information soit envoyée ici par ces cellules. Le temps que ça prend entre le moment où la lumière arrive et le moment où l'information arrive à votre cerveau, c'est à peu près 100 millisecondes. 100 millisecondes. Donc imaginez, vous jouez au tennis. Une balle de tennis, elle est à peu près à 40 mètres par seconde sur un service classique. Ça fait qu'en 100 millivolts, en 100 millisecondes, elle fait 4 mètres. La balle, vous la ratez. Donc il faut qu'il y ait quelque part un système qui soit capable de faire de l'anticipation. Le cortex visuel fait de l'anticipation, mais qui n'a aussi rien à voir avec de la réflexion. Et la rétine aussi fait de l'anticipation. Et je vais vous expliquer comment elle fait en quelques mots, sans réfléchir. Imaginez que vous ayez un objet en mouvement ici. Donc vous avez quelque chose qui arrive. Donc ces photorécepteurs détectent le mouvement alors que ceux-ci ne voient rien. Et les cellules qui sont ici, celles qui sont là, sont en train de dire « Ah, il y a quelque chose qui arrive », mais celles-là, elles ne voient rien du tout. Mais il y a ces cellules-là. Et ces cellules-là, qu'est-ce qu'elles font en fait? C'est cette connectivité latérale. Et à mon avis, c'est ça qui manque dans les caméras événementielles. C'est que ces cellules-là sont en train de détecter du mouvement, mais celles qui sont là, elles envoient un signal déjà à celles-là en leur disant « Attention, il y a quelque chose qui va arriver ». Même si elles ne le voient pas, elles commencent à être prévenues, à être attentives au fait que quelque chose va arriver. Et c'est de cette façon qu'on construit les structures spatio-temporelles. Il y a une onde d'activité qui se propage, qui est incitée par l'objet en mouvement, et cette onde d'activité, elle va plus vite que l'objet lui-même. Donc il y a cet effet dans la rétine qu'on sait caractériser. Il y a un autre effet aussi dans le cortex. Alors là, c'est la connectivité latérale du cortex qui le fait. Et on peut montrer, d'ailleurs, c'est le cadre de, je fais un peu de publicité, c'est le cadre de la thèse de mon étudiant Jérôme Emonet qui proposera sa thèse le 28 novembre, la semaine prochaine. On peut montrer que en utilisant ces mécanismes d'anticipation, on compense les 100 millisecondes de délai dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un phénomène qui est complètement dynamique. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas juste de propagation. Sur le fait que la rétine soit capable de détecter de la surprise maintenant, c'est pareil, il n'y a pas de réflexion. Mais là, ça se situe au niveau des synapses. Ces synapses sont capables de s'adapter de manière très vite et donc de signaler qu'il y a un changement qui est imprévu. Et ça, c'était le cadre de la thèse de Simone Hébert dont j'ai parlé tout à l'heure.